Bienvenue dans Négatif, le podcast qui donne la parole aux créateurs et créatrices d'images et de sons. 2 fois par mois, nous vous proposons un grand entretien avec une personnalité du cinéma, du son ou de la photographie dont le travail artistique nous a marqués. Je m'appelle Thibaut Elie et je suis accompagné pour ce nouvel entretien de Lucien Pin qui rejoint l'équipe du podcast. Bonjour Lucien. Bonjour Thibaut. Aujourd'hui, nous sommes allés à la rencontre de Masha Merrill. Bonjour à vous. Bonjour, ça me fait plaisir que vous me mettiez dans le camp des créateurs, parce qu'on a un peu tendance à penser que les acteurs sont des émanations des metteurs en scène, des auteurs, des cinéastes. Or, moi, j'appartiens à une catégorie, un peu à cause de l'époque à laquelle j'ai fait mes films, qui participait à la création des films, d'une façon plus ou moins silencieuse, d'une façon un peu occulte comme ça, mais je me considère comme une créatrice. Et je pense que les personnages que nous avons inventés, nous, les femmes de la nouvelle vague, c'était notre création. C'était lié à notre époque, c'était lié aussi à la façon dont on se présentait, mais je pense qu'on va en parler. Justement, la grande question qui va nous animer dans cette émission, c'est qu'est-ce que la puissance créatrice d'une actrice ? C'est une des questions qu'on a ouvertes l'année dernière avec l'actrice Elina Lowenson, actrice polyglotte et polymorphe. Mais avec vous, Masha Merrill, nous avons tenté de voir comment cette puissance créatrice peut aussi déborder au-delà du métier d'actrice au cinéma, la production de films, le théâtre, la chronique radio ou encore l'écriture de livres. En termes de cinéma, vous avez joué dans plus de 144 longs métrages, cinéma, téléfilms et séries télévisées comprises depuis vos débuts en 1959 dans Le Cygne du Lion, l'un des premiers films de la Nouvelle Vague d'Éric Rohmer, ainsi que dans le premier film de Gérard Houry, La Main Chaude, en 1960. Vous avez joué le rôle emblématique de Charlotte dans Une femme mariée de Jean-Luc Godard en 1964, un film que vous avez récemment présenté à la Cinémathèque française à l'occasion de la rétrospective Godard et sur lequel nous allons revenir. Parmi les autres films dans lesquels vous avez joué, nous pouvons citer entre autres Adorable menteuse de Michel Deville en 1961, Le repos du guerrier de Roger Vadim en 1962, Mercredi soir, 9h de Daniel Mann en 1963. Pour recenser aussi les Américains, c'est bien. Vous avez une carrière en partie au début américaine. Oui, absolument. Belle de jour de Luce Buñuel en 1967, Nous ne vieillirons pas ensemble de Maurice Pialat en 1972, J'ai du bol, hein, j'ai un sacré palmarès quand même. Et c'est pas fini. Les frissons de l'Angloise de Dario Argento en 75, Roulette chinoise de Fassbinder en 76, Robert et Robert de Claude Lelouch en 78, Santoine Illois d'Agnès Varda en 85, pour lequel vous avez reçu le César de la meilleure actrice dans un second rôle, ou encore La fille d'un soldat ne pleure jamais de James Ivory en 98. Vous avez eu également une carrière d'actrice au théâtre qui vous a notamment valu le Molière de la comédienne pour l'éloignement en 87, et vous avez récemment été en tournée du spectacle La légende d'une vie de Zweig, mise en scène de Christophe Lidon. Et puis il y a les livres dont nous allons beaucoup parler, romans, nouvelles, livres de cuisine ou chroniques d'humeur. Vous êtes une écrivaine populaire et prolifique. Nous reviendrons entre autres sur votre dernier roman Vania, Vassia et la fille de Vassia, sorti le 5 mars 2020. Alors Masha Merrill, vos dimensions créatives et créatrices, du cinéma à la littérature en passant par le théâtre et la musique, nous allons explorer tous ces aspects de votre vie avec vous dans ce 23e grand entretien de Négatif. Vous êtes Masha Merrill, actrice, créatrice. Est-ce qu'il y aurait un autre terme qui pourrait définir ce que vous faites dans la vie et votre trajectoire, votre parcours ? Ah, j'aime bien cette question parce que c'est quelque chose que je dis assez souvent. Je n'aime pas beaucoup les étiquettes corporatistes. Je ne me considère pas comme une actrice ou un écrivain ou une femme de livre de cuisine. Je suis une femme qui joue de la comédie, une femme qui écrit, une femme qui fait la cuisine, une femme qui a des amants, une femme qui lit, une femme qui vit. Et je pense que notre génération a été extraordinairement marquée par cette intention-là. Alors, pour commencer, il faut que je vous dise que je ne me destinais pas du tout au cinéma. J'étais étudiante à la Sorbonne, et c'était la vieille Sorbonne littéraire. J'ai fait 2 certificats, et très vite, le cinéma m'a appelée parce que je vivais dans un groupe de jeunes qui étaient tous
à l'ancienne IDEC, l'ancêtre de la Fémis. Et ces garçons-là, c'était Jean-Pierre Petrolacci, Jean-Michel Lacor, qui a été l'assistant de Vadim, comment il s'appelait, Polanski. Donc, nous étions un groupe de jeunes qui étaient tous à l'IDEC. Et très souvent, je faisais des films de fin d'année des étudiants de l'IDEC. Alors, ce qui me familiarisait avec eux, avec le cinéma, mais en réalité, je les snobais un peu, parce que moi, j'étais à la Sorbonne, vous comprenez, alors c'était quand même infiniment plus chic. Et puis, très vite, évidemment, j'ai eu des propositions. Vous savez, à l'époque, on se fréquentait beaucoup dans Saint-Germain-des-Prés, un peu dans les mêmes boîtes de nuit. On dansait le bebop. Moi, j'étais championne de bebop de Paris. J'aimais beaucoup le jazz. Et donc, on se voyait un peu tous, les cinéastes, les peintres, les architectes, les écrivains. Ça n'existe plus tellement, ça. C'était vraiment dans 3 rues, entre la rue Saint-Benoît, le boulevard Saint-Germain, un petit peu à Montparnasse. Et donc, ça n'a pas tardé. Éric Romer m'a repéré dans ce petit groupe où, attendez, il y avait aussi des copains qui étaient étudiants au conservatoire, comme Jean-Pierre Mariel, Guy Bedos, Jean-Paul Belmondo. C'était mes copains avec qui je dansais le bebop. Bon. Et donc, Romer me dit j'ai besoin d'une Suédoise. Alors, j'avais quand même cette gueule un peu pas française, puisque je suis d'origine russe, alors ça se voit quand même. Et donc, il m'a dit j'ai besoin d'une étrangère pour faire une scène avec Jess Hahn, ce film qui s'appelle Le Signe du Lion, et qui était son premier film. Et on dansait, pour vous dire combien les temps ont changé, place Saint-Germain-des-Prés, au milieu de la place. La circulation était interrompue, il y avait un orchestre au milieu, et on dansait là. Et il a pris, comme c'était l'époque, n'est-ce pas, la naissance déjà de ce cinéma très libre qui était issu du documentaire, c'est-à-dire de Jean Rouch, de Joris Ivens, c'est-à-dire la caméra stylo. Donc, il filmait avec une caméra à la main. C'était très nouveau, ça, hein, à l'épaule. Et donc, j'ai tourné cette scène. Je ne disais pas un mot puisque je devais être suédoise, donc il ne fallait pas qu'on sache que j'étais française. Ça, c'était ma première expérience. Et là-dessus, que voulez-vous d'abord, on était fauchés dans ma famille, très, très, très pauvre. Et je n'avais pas vraiment les moyens de continuer à faire des études. Et le cinéma m'a très vite happée. J'ai fait ce premier film qui s'appelle La main chaude, où je remplaçais Brigitte Bardot. Brigitte Bardot était enceinte, elle ne peut pas faire le film avec Jacques Charrier, qui était son mari. Et donc, ils ont cherché une inconnue, parce qu'il fallait évidemment profiter de toute la publicité qui serait faite autour de ça. Et vraiment, on peut dire qu'ils m'ont trouvée dans la rue, parce que c'était déjà le début où il fallait surtout pas sortir d'un cours d'art dramatique, surtout pas avoir de l'expérience, il fallait être un visage nouveau. Et alors, je me rappelle le premier producteur qui s'appelait Monsieur Deutschmeister, il était roumain, il parlait pas très bien de français, c'est lui qui avait dit à Marcel Carnet « Cette dialogue n'est pas française ». Alors, il était le producteur de ce film, il avait fait des grands films, hein. Il avait fait Hôtel du Nord, il avait fait... Bon. Et Gérard Houry était à son premier film. Il me demande comment vous vous appelez. Je dis, écoutez, je m'appelle Marie-Madeleine Gagarine. Ah, on dit non, ça c'est pas possible, c'est un nom à coucher dehors, il faut changer ça. Ah bon, les Français n'aimeront pas. Ah, alors c'est une chose qui m'est restée toute ma vie, qu'il fallait que je me cache, que je cache mes origines étrangères. Les choses ont changé maintenant, heureusement. Hein. Maintenant, on peut s'appeler Zarkopoulos ou Arestrup, ça va. Mais à mon époque, c'était embêtant d'avoir un nom russe. Alors, on a inventé ce nom, Merrill. Moi, j'aimais beaucoup une chanteuse de jazz qui s'appelle Helen Merrill, dont je connaissais tout le répertoire. Et donc, on a choisi ce nom en enlevant un R et un L pour le simplifier. Donc, à l'époque, c'était la grande tradition des doubles initiales. Claudia Cardinal, Brigitte Bardot, Marilyn Monroe, Michel Morgan. Donc, il fallait que j'aie la double initiale. Et on invente ce nom qu'on dit tout de suite aux journalistes qui attendaient dans le couloir. Et évidemment, ça a été tout de suite, j'ai été propulsée assez rapidement parce que je remplaçais Brigitte Bardot. Là-dessus, j'ai détesté ça. J'ai trouvé abominable cette époque où les femmes et les actrices étaient des poupées Barbie. C'est-à-dire, il fallait être blonde comme elle, il fallait, comme Bardot, il fallait avoir le chignon, il fallait avoir la taille serrée, il fallait avoir des ballerines. J'y suis passée
comme toutes les autres. C'est-à-dire qu'à l'époque, pour faire du cinéma, il fallait être un peu sur ce modèle-là. Et un beau jour, en faisant des photos avec un très grand photographe américain qui s'appelle Richard Avedon, dont vous avez peut-être entendu parler parce que c'est un immense photographe qui a fait des portraits extraordinaires. Il me propose, pendant la séance de photos, c'était pour un journal, je faisais des photos pour je sais pas quoi, les chapeaux, la beauté, et il me dit « Est-ce que vous voulez venir travailler avec moi aux États-Unis ?» J'étais un peu polyglotte parce que dans ma famille, d'origine russe, on parle toutes les langues. Donc à la maison, je parlais aussi bien l'anglais que l'allemand, que le français et le russe. Et il me dit « Écoutez, j'ai besoin de quelqu'un, d'une assistante qui parle un peu toutes les langues pour faire ce livre qui s'appelle Observations et où on va recevoir les personnalités du monde entier qui vont venir se faire tirer le portrait par moi. » Alors moi, j'ai trouvé ça épatant, d'autant plus que je voulais aller suivre les cours de l'Actors Studio. Alors je demande à Jean Villard, j'étais au cours du Lin, je m'étais finalement inscrit dans un cours aussi, et je lui demande cette lettre pour Lee Strasberg, qui était le directeur de l'Actors Studio. Il était un peu contrarié, Jean Villard, parce qu'il m'avait repéré, il voulait que je reste dans la compagnie. Vous savez, à l'époque, il y avait le Festival d'Avignon, qui était un peu piloté par Jean Villard, qui était dirigé par Jean Villard, inventé d'ailleurs par Jean Villard. Et tous les jeunes acteurs du cours devaient faire des panouilles au festival, ou servir, être un peu bénévole, etc. Donc il avait mis les yeux sur moi, et quand je lui ai demandé de partir pour les États-Unis, il était très contrarié. Mais enfin, il m'a fait cette lettre quand même. Alors je suis allée, j'avais 18 ans. À l'époque, on n'était pas majeur à 18 ans, on était majeur à 21. Il fallait l'autorisation de ma mère. Je n'ai pas osé lui demander et j'ai fait un faux. C'est moi qui ai signé l'autorisation pour prendre l'avion et partir pour les États-Unis. Et ce goût-là de l'aventure, d'abord, je le conseille à n'importe quel jeune. Parce que je pense qu'il y a des petites choses dont il faut se débarrasser rapidement. Il faut parler l'anglais, il faut conduire une bagnole, il faut avoir un smoking et il faut savoir nager. Parce que sinon, c'est vraiment pas la peine de se présenter à quoi que ce soit. J'espère que vous savez nager, Thibaut. Tout le monde sait nager, là? Bon, d'accord. Non, parce qu'il y en a encore qui savent. Bon. Alors, cette histoire, c'était formidable parce que c'était comment dire, j'ai donné le ton de toute mon existence avec cette histoire. Parce que j'ai accepté ce job, qui était finalement extrêmement prestigieux, parce que j'étais tout le temps seule avec ce photographe pour photographier des personnalités immenses comme Anna Magnani, Bernard Buffet, Annabelle Buffet, enfin des grands. Et c'était moi qui étais chargée d'aller les chercher à l'aéroport, qui s'appelait encore Idlewild, c'était pas encore Kennedy, à New York. Je les amenais à l'hôtel Pierre, je les amenais au studio, on faisait les photos seuls. Il y avait le photographe, moi, et la personnalité. Et moi, c'est moi qui ai le secret de la photo de Avedon, parce que c'est moi qui tenais la lampe. Donc je sais comment il fallait tenir la lampe devant le nez pour qu'il n'y ait jamais d'ombre. Et ça a duré assez longtemps. Et en même temps, je suis allée voir un agent. À l'époque, c'était une grosse agence américaine pour essayer de travailler un peu, faire des films. Et j'ai réussi à tourner pas mal de choses aux États-Unis, dont ce film de Daniel Mann dont vous avez parlé, qui s'appelait Who's Been Sleeping in My Bed. Je faisais une française, bien entendu. Alors c'était embêtant parce que je n'avais pas d'accent du tout. Je suis polyglotte vraiment. C'est-à-dire qu'en italien, je parlais comme une italienne, et en anglais, je n'ai pas beaucoup d'accent. Alors il fallait que je fasse exprès de prendre un peu l'accent français. Et un beau jour, j'étais à Los Angeles, où je me faisais chier sonorement parce que je détestais toute l'ambiance. Je détestais ce cinéma-là, la façon dont il tournait, très, très, très industriel, où vraiment les acteurs sont des objets que l'on trimballe d'un endroit à l'autre. Ça ne me plaisait pas. Parce que j'étais d'une génération qui allait bouleverser les choses. Et un jour, je reçois un coup de téléphone de Nina Companese, qui était la compagne de Michel Deville à l'époque. Il venait d'écrire un film où il y avait 2 sœurs, Marina Vladi, et il cherchait la petite sœur. La petite sœur, elle avait pensé à moi, elle savait que j'étais d'origine russe, elle me connaissait un peu. J'ai pris le premier avion, j'ai plaqué la Paramount, j'avais un contrat pour 7 films, et je suis rentrée en vitesse. Aussi parce que je sentais qu'il y avait quelque chose qui se passait en France. C'était la nouvelle vague. Et on avait déjà les prémices. Et ça, je ne voulais pas louper ce truc-là. Je savais que c'était ça qui correspondrait davantage avec mon état d'esprit, avec ma génération, mais aussi
avec la place des femmes. Parce que je considère que aussi bien la nouvelle vague que les événements politiques qui ont suivi, c'est-à-dire 68, ce sont principalement des événements féminins. C'est-à-dire que ça correspond à ce grand moment de l'émancipation des femmes. Vous ne pouvez pas vous rendre compte, vous êtes trop jeune, mais qu'est-ce que c'était avant ? Comment c'était une femme avant la pilule, avant 68 et maintenant. Donc nous, toutes ces femmes qui ont participé à ça, qui ont été actives dans ce mouvement, nous étions des pionnières. On avait un culot, alors, d'acier, et ça, c'est quelque chose que j'ai dans moi, si vous voulez, que je peux pas ni oublier, ni ranger d'une certaine manière. Ça fait partie c'est constitutif de ma personne. Donc je reviens sur ce que vous avez dit. Je me considère comme une créatrice en ce sens-là, parce que nous avons inventé, moi et quelques-unes, j'étais pas seule, mais nous avons inventé un type de femme, un type d'actrice et un type de femme. On va revenir sur le lien entre l'émancipation des femmes et cet événement historique majeur qui a été mai 68 dans votre livre. Mais avant ça, j'ai quelques questions à vous poser sur Vania, Vassia et la fille de Vassia, donc qui est le livre que vous venez d'écrire. Alors vous en avez eu la primeur, parce qu'il sort le 5 mars. Donc c'est une véritable traversée du XXe siècle. Vous racontez l'histoire de Sonia, une immigrée cosaque arrivant en Corrèze en 1939. C'est une histoire particulière pour vous, Masha Merrill, puisque, comme vous l'avez dit vous-même, vous êtes d'origine russe, d'une famille qui a émigré de Russie après la Révolution de 1917. Alors, votre roman n'est pas à proprement dit autobiographique, puisqu'il traite d'un personnage qui vous ressemble, mais qui n'est pas vous. Cependant, avez-vous pensé, imaginé, écrit ce roman de manière aussi intime qu'une autobiographie ? Alors, c'est une question centrale, c'est que j'ai choisi la forme romanesque, parce que je pense que dans un roman, on dit de plus grandes vérités que quand on est autobiographique. Parce que l'autobiographie, je l'ai pratiquée puisque j'ai écrit des livres autobiographiques, mes premiers livres. Il y a toujours un petit frein qui est à la fois la pudeur et aussi des petits mensonges que l'on distille inévitablement. Parce qu'on ne peut pas vraiment se connaître soi-même ou avoir un jugement tout à fait objectif. En revanche, à travers la forme romanesque, puisque ce n'est pas moi, le personnage de Sonia, mais il y a beaucoup de choses qui me ressemblent, c'est-à-dire que j'y ai introduit beaucoup de choses que j'ai vécues, et que ce livre, j'ai éprouvé le besoin de le faire un jour ou l'autre, c'est-à-dire cette vie que j'ai vécue d'émigrer en France, d'émigrer d'une famille russe, avec tous les déboires, et toutes les difficultés, il fallait qu'un jour ou l'autre, j'en parle, que je rende ça, que je rende aussi de quelle manière je me suis dépatouillée de ça et donner une sorte d'espoir à tous les émigrés, quels qu'ils soient. Donc, un peu, c'est un hymne à l'immigration, mon livre. Un hymne avec les souffrances, mais je pense qu'il y a des gens que l'immigration écrase, et puis il y a d'autres, au contraire, que l'immigration stimule et magnifie. Je fais partie, je crois, de cette deuxième catégorie. J'ai eu cette chance. J'ai su me saisir de ma différence, mais en même temps de lutter suffisamment pour être acceptable. Alors, c'est aussi un état d'esprit, parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est un grand sujet, la question de l'immigration, puisque les mouvements de population, ils sont planétaires et partout dans le monde, on est confronté à cette question-là, à des gens qui vivent dans des pays qui ne sont pas des pays de leur origine, de leur culture. Alors, moi, je suis très optimiste. Je pense que c'est une richesse d'être né ailleurs ou d'avoir des parents qui sont nés ailleurs. Mais tout le monde n'est pas d'accord. Et les immigrés eux-mêmes, quelquefois, ont du mal à se saisir de cette richesse. Alors ça, c'est le premier aspect. Alors, la forme romanesque, c'est aussi parce que c'est génial, le roman. Moi, je trouve que c'est haletant, c'est beaucoup plus... On raconte une histoire, on est transporté par un récit. Et d'ailleurs, parenthèse, mon livre, il serait un film fantastique, et mieux qu'un film, une série. Avis au producteur. Non, c'est vrai, parce que j'ai quand même ça dans mes gènes. J'ai tellement vécu au milieu des cinéastes et du cinéma, et j'aime tellement le cinéma.
le vrai cinéma, le bon cinéma. On en parlera, j'espère, parce que il est loin en ce moment, hein, dans l'horizon, hein, le cinéma. Mais ce que j'appelle le cinéma, c'est assez proche de la littérature, c'est-à-dire il faut que ça serve à rien. Je déteste les films qui militent pour quelque chose, c'est-à-dire bien pensant, qui vous dit ça c'est bien, ça c'est mal. Non, c'est pas le rôle de la littérature et c'est pas le rôle du cinéma. Le cinéma doit nous embarquer dans des mondes qu'on connaît pas, dans des fantasmes et du cinéaste et des personnages du film, mais il n'a pas une réelle vocation à nous montrer le chemin. Ça me fait braire, moi, hein, quand tous ces films, et Dieu sait qu'ils pullulent en ce moment, je pense que c'est pas ça le cinéma. Mais la forme romanesque, elle a cette grande force, c'est que ça nous fait rêver, ça nous emmène dans des mondes que on n'aurait jamais côtoyés, qu'on n'aurait jamais connus. Et donc, je me suis franchement régalée à écrire ce livre. Et c'est en plus un aboutissement. Alors, je vais vous faire une petite parenthèse. J'ai écrit ce livre au chevet de mon mari, Michel Legrand, qui était déjà très fatigué. C'était les derniers mois de sa vie. Je voyais bien que c'était la fin. Et j'ai eu cette illumination d'écrire ça parce que il me disait tout le temps, alors dis donc, on t'a trouvé ton sujet, tu sais ce que tu vas écrire? Et il me cassait les pieds parce que moi j'étais débordée par la vie avec lui et toutes les responsabilités, la vie physique était très lourde. Et donc ça s'éloignait un peu pour moi l'écriture. Et lui, il était très ambitieux pour moi. Et il me disait, tu n'as pas encore fait ton livre, tu n'as pas encore fait ton film, tu n'as pas encore fait ta pièce. Vous aviez écrit des livres. Oui, mais justement. Et il savait que je n'étais pas arrivée à maîtriser vraiment, avoir le culot d'écrire le grand livre auquel il pensait que j'étais destinée. Et tout d'un coup, j'ai eu cette idée de cette fille de Cosaque. Je connais des Cosaques, évidemment, je connaissais ce milieu qui n'est pas du tout le même milieu que le mien. Nous, on était des aristocrates, tout à fait paumés, comment dire, des gens qui ont tout perdu. Parce que les Cosaques, ils étaient très unis, ils vivaient en autarcie, ils vivaient entre eux, comme je raconte dans mon livre. Et puis, c'était aussi une armée, c'était un corps militaire. Donc, ils avaient cette espèce de discipline intérieure très, très forte qui les conduisait à ne pas se détacher les uns des autres. Parce que nous, on était un peu comme ça, on essayait vaguement de s'introduire dans la société française. Et quand j'ai trouvé le sujet, j'ai commencé à écrire et je voulais vite que Michel le lise. Je voulais qu'il ait le temps de le lire. Il en a lu les 100 premières pages, il n'a pas pu en lire plus. Il était très heureux et j'ai l'impression qu'il est parti content pour moi, comme si j'étais enfin arrivée à quelque chose. Je ne vous dis pas que on n'est jamais contente de ce qu'on a fait, hein. On pense toujours qu'on peut faire mieux. Mais là, j'ai franchi un pas. Par rapport à tous mes autres livres, c'est un peu un roman comme ça que j'espérais de m'atteler un jour, parce que c'est très, très, très difficile, très ambitieux. Vous savez, ce qui est inouï, c'est que vous avez vu la construction, c'est quand même assez compliqué, puisqu'on passe d'un personnage à l'autre, on traverse les époques, etc. Tout ça m'est venu naturellement, comme si le livre était un peu fait ailleurs et que je n'ai juste qu'à le transcrire, que s'il était déjà comme si on me le dictait. Et je crois que dans la création, puisque c'est de ça que nous avons envie de parler, il doit y avoir quelque chose de ce goût-là, quelque chose de très mystérieux ça vaut pour un cinéaste aussi, quand il est sur un plateau et qu'il y a le réel devant lui, concret, avec des emmerdes, avec des gens qui sont pas comme on voudrait, le temps qui change, je ne sais pas quoi. Il y a comme ce qu'on appelle l'inspiration, si vous voulez, mais il y a quelque chose qui vient d'ailleurs et qui s'impose et qui fait les grands films. C'est-à-dire les grandes scènes de cinéma, elles sont toujours le fruit d'une sorte de coup de bol, de baraka et tous les cinéastes vous en parlent. Dans les grands films, c'est qu'ils ont simplement eu un coup de chance extraordinaire, une lumière qui s'est installée à un moment donné sur un paysage, quelqu'un qui vit dans le rôle qu'il est en train de jouer, quelque chose qui lui touche personnellement très profondément. Et ça, vous ne pouvez pas le deviner d'avance parce qu'on ne peut pas tout savoir des autres, hein. Donc, ce livre-là, il est pour moi un peu de cet ordre-là. Il est
mystique. Il vient d'ailleurs. Est-ce que c'était une manière aussi pour vous de vous réconcilier, de revenir à votre nom, votre identité d'origine, Tout qui à n'est pas fait. celui Alors, de vous savez Macha que j'ai Merrill? failli le signer de mon vrai nom. Et puis, vraiment, c'est pas possible parce que tout le monde me connaît sous ce nom de Macha Merrill. Mais je vais m'empresser d'en parler, de dire à tout le monde, et ça commence à se savoir que je m'appelle Maria Magdalena Vladimirovna Gagarina. C'est un peu difficile pour les oreilles françaises, mais enfin, je vais le dire un peu partout. Et ça me fait plaisir parce que c'est un peu comme si j'enlevais un masque, comme si j'enlevais quelque chose que j'ai sur un peu à- contre ma volonté, que j'ai dû me poser sur le visage. Mais bon, c'est un détail parce que finalement, ce qui compte, c'est que le livre soit bon et que je dise quelque chose aux gens. Ça, c'est ça. Et vous savez, je suis obligée de ne pas passer sous silence les circonstances dans lesquelles je l'ai écrit parce que je voudrais donner du courage à tous ceux qui vivent un deuil. Il y a dans le deuil quelque chose de très mystérieux. C'est qu'on est, après un deuil, on est obligé de répondre aux attentes de celui qui est parti. C'est-à-dire comme si, aujourd'hui, je ne peux pas être en dessous de ça, vous voyez? C'est dur, hein, parce que maintenant, je suis obligée d'être à une sorte d'excellence qui m'est imposée par mon mari, qui, de là où il est, me regarde. Je vous ai coupé le sifflet, là. Non, c'était très beau. En parlant justement d'atteindre l'excellence et des niveaux très hauts de pensée, votre personnage, Sonia, c'est une des premières femmes à réussir l'ENA, donc l'École nationale d'administration, qui est nouvellement créée donc, à l'époque, dans votre roman. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans le fait de raconter la destinée d'une haute fonctionnaire ? Alors, c'était l'école qui m'intéressait parce que, effectivement, tout de suite après la guerre, il fallait absolument former des cadres. Et donc, il y avait un panorama politique qui était favorable. C'est-à-dire que c'était un peu moins dur que maintenant, l'ENA, à l'époque. C'est-à-dire vite, on avait besoin de former des gens qui allaient, c'était tout de suite après la guerre, il y avait eu beaucoup de morts pendant la guerre, beaucoup de transformations, puisque toute une classe politique avait été balayée, hein, tous les collabos, tous les gens de Vichy, et tout d'un coup, il fallait former une autre classe politique, une autre classe qui gouverne. Donc, ça m'intéressait de raconter ça et puis de raconter justement le début de l'accession des femmes. C'est-à-dire, ça a commencé là. Bien sûr qu'il y a des racines. Hein. C'est pas nous, en 68, on n'a pas tout inventé. Hein. Il y a des ancêtres, hein, parce que ça remonte à George Sand, à Louise Michel, à beaucoup d'autres féministes. Mais là, c'était déterminant. À partir du moment où on donnait accès à des femmes, les rouages de la vie administrative et politique de la France, c'était un pas énorme. Et d'ailleurs, elles étaient combattues, hein, je le raconte un peu, hein, ça n'a pas été en un jour. Mais voilà, je voulais mêler à l'histoire, au destin de cette femme, aussi le destin des meilleures sujettes françaises de l'époque. C'est-à-dire de quelle manière, enfin, elles n'étaient pas forcément déterminées par un mariage, par l'homme avec lequel elles vivaient, par le nom qu'elles portaient à travers le mariage, mais qu'elles existaient par elles-mêmes. Puis il y a aussi cette question du nom, hein, j'en parle beaucoup dans le livre, c'est-à-dire que finalement quand même, il a fallu qu'elle triche un peu, qu'elle, grâce à ce mariage blanc qu'elle fait, elle peut adopter le nom d'un aristocrate français qui lui facilite un peu la vie au début. Maintenant, grâce au ciel, voilà, 50 ans sont passés, même plus, et c'est plus... Je pense qu'on a énormément progressé là-dessus. Et donc maintenant, il y a encore d'autres étapes. Il faut maintenant qu'on puisse faire admettre aux grandes écoles des gens des quartiers difficiles, ensuite qu'on puisse aussi amener des gens avec des noms étrangers, vraiment avec des consonances étrangères. Donc il y a encore du chemin. Mais enfin quand même, ça y est, hein, moi je dis... il y a des étapes qui sont franchies et c'est no return. En lisant votre livre, nous traversons aussi la vie politique de la 4e et de la 5e République. Donc c'est un livre sur la vie politique. Est-ce que ça vous a intéressé? Et sur la social-démocratie aussi. On Oui. voit des personnages des gouvernements, Pierre Mendès France, Charles de Gaulle. C'était un type formidable, vous savez, Mendès France. C'est très dommage qu'il n'ait pas été au pouvoir. Mais parce qu'il y a aussi ça, hein, il y a l'histoire des gens qui n'ont pas accédé au poste. Et on peut raconter l'histoire en creux à travers tous ceux qui n'ont pas eu les suffrages. Hein. Ça existe dans toute l'histoire de l'humanité. Est-ce que vous êtes intéressé, fasciné peut-être par la social-démocratie et ses figures politiques ?
Oui, bien sûr, parce que moi, je suis une jeune fille de gauche. J'ai été très fortement de gauche. Ça faisait rire ma mère qui était évidemment étonnée que je sois. Qu'est-ce que c'était à l'époque être très fortement de gauche? J'étais inscrite au Parti communiste. Après ça, j'ai déchiré ma carte après l'invasion de la Hongrie. Donc j'étais très jeune, hein, mais je me suis inscrite très rapidement. Puis après ça, j'ai un peu suivi de loin le Parti socialiste, mais quand même, disons que j'étais de mouvance socialiste, mais pas extrême. Hein. J'ai jamais été, comment dire, je crois au parti de gouvernement et je pense qu'il faut quand même. Donc je suis plutôt, disons, aujourd'hui centre-gauche, si on peut dire. Mais ça m'a passionné la politique. J'ai beaucoup milité dans ma jeunesse. C'était très différent de votre génération parce que vous, aujourd'hui, il n'y avait pas des enjeux aussi grands que les nôtres. Nous, il fallait vraiment libérer la société. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça a été 68. Tout a changé. La façon de s'habiller, la façon de manger, la façon de se parler, la façon de lire les journaux, tout a changé. Donc c'était une espèce de révolution, vraiment une révolution. Et quand on me dit « Oh, 68, oui, c'était une petite émeute d'étudiants », tu parles. C'était un changement considérable de société. Et surtout, l'avènement des femmes. Quand vous pensez que c'est après 68 qu'il y a eu la première femme à la bourse n'avait pas, c'était interdit aux femmes. Première femme pilote de Boeing, première femme chirurgienne, première femme chef d'orchestre. Donc tout ça, on a vécu tout ça, toutes ces premières fois. Ce qui fait que ça nous donne, nous, ces femmes de la Nouvelle Vague, j'y viens parce que c'est important pour décrire quel genre d'actrices nous avons été après, c'est que on a vécu, on a été des pionnières et on a une espèce d'aplomb et une espèce de bonne humeur, d'espoir. Parce que moi, c'est positif, vous comprenez, j'ai vécu des choses que j'ai vues éclore. C'est pas bouché, c'était pas bouché. Pour vous, c'est un peu bouché maintenant, c'est ça le drame. Mais pas pour ma jeunesse. Moi, j'ai eu vraiment quand même... Et vous savez, on ne choisit pas sa date de naissance. Hein. Je suis née à ce moment-là et c'est un coup de bol formidable. Dans votre livre, vous évoquez l'émancipation des femmes avec le tiraillement du personnage principal qui oscille entre une vie simple, toute tracée, et une vie choisie mais faite d'embûches. Vous écrivez notamment, concernant Sonia, « Elle sera une femme-homme, elle n'appartient à personne, c'est peut-être son destin. » Alors qu'est-ce que cela signifie pour vous, au vu de ce que vous venez de nous raconter ? Écoutez, c'est clairement un aveu. C'est que j'ai moi-même pensé à un moment donné que dans beaucoup de circonstances, je me comportais comme un homme. Et que c'était ma chance, c'est-à-dire que je pouvais le faire. Et puis, il se trouve que j'ai eu un malheur, c'est que je n'ai pas pu avoir d'enfant. Je ne vais pas vous raconter ça en détail, mais enfin, ce qui fait que ça s'est ajouté. Sachant que, assez tôt, vers 35 ans, j'ai su que je n'aurais jamais d'enfant. Donc, je me suis dit, alors là, je vais en profiter. Je ne vais pas avoir une nostalgie ou, comment dire, vivre un regret de ne pas vivre la vie des autres femmes. Je vais au contraire en faire un atout, un avantage. Et je pense que mon personnage, elle fait un peu ça aussi. Je crois que c'est ça le secret du bonheur. Il faut se servir de ce qui est là et en tirer profit et ne pas regretter des choses qu'on n'a pas ou auxquelles on n'accède pas. C'est à la fois le secret du bonheur et le secret de la réussite. Parce qu'on ne réussit bien que quand on est content d'avoir des armes. Et ces armes-là, elles diffèrent de personne à personne selon le destin, ce que le destin vous fait, ce qui tombe sur votre tête, et puis aussi la capacité d'analyser l'époque dans laquelle on est. De ne pas se tromper sur les indices de l'époque. Et pour vous, en ce moment, ce qui est troublant, c'est que les indices sont brouillés parce qu'il y a trop de rumeurs, trop de pagailles. Je ne veux pas seulement parler des réseaux sociaux, mais je veux dire, entre vous, les thèmes qui sont débattus sont trop brouillés, sont trop compliqués. Nous, c'était plus simple quand même. Franchement, il y avait... Pour vous, c'était clair à l'époque, dans les années 60, vous sentiez 68 arriver, vous sentiez où c'était plus diffus Alors évidemment, il y a ceux qui n'ont pas fait 68. Hein. Il y avait des gens qui ont trouvé ça ridicule et qui sont restés dans leur... Moi, je les voyais au balcon. Hein. Nous, on était en train de rue Soufflot, puis il y avait des connards qui nous regardaient au balcon. Mais il y avait beaucoup de choses. Il y avait la guerre d'Algérie. Donc là, ça a été une fracture, la guerre d'Algérie. Il y avait ceux qui étaient contre la guerre d'Algérie, puis ceux
au contraire, étaient pour. Et beaucoup de la bourgeoisie française était quand même pour conserver l'Algérie comme département français. Donc ça, c'était des positions politiques très faciles, très tranchées, très simples. On était pour, on était contre. Chez vous, là, maintenant, en ce moment, à qui on va voter, pourquoi et qu'est-ce qu'il a fait de bien ou de mal, c'est épouvantable. Je veux dire, c'est trop petit comme critère. C'est ça que je trouve difficile pour vous. Est-ce que vous pensez que c'est seulement la jeunesse d'une époque qui peut la comprendre, ou est-ce que quand on est plus âgé, on peut aussi avoir un regard, une sagesse ou un regard critique sur l'époque que l'on vit? Alors, ça, c'est un sujet. C'est qu'on dit beaucoup que la vieillesse, c'est la sagesse, c'est la mesure, etc. Je pense le contraire. Je pense que plus on est vieux, plus on est audacieux et moins on n'a rien à cirer et rien à perdre. Donc moi, je n'aurais jamais pu écrire ce livre-là à 30 ans ou à 40 ans. Donc je pense pas, je trouve qu'il y a une espèce de cliché là, un lieu commun sur l'âge. Cela dit, évidemment, à un certain âge, on a une masse de données, on a une masse d'informations qui est plus grande. Donc, j'ai, moins d'excuses de me tromper. Et donc, je ne me trompe pas. Voilà, c'est très simple. Et donc ce livre, c'est aussi un engagement pour vous, politique? Un peu, à la fois sur la lecture de toutes ces années-là, la lecture de cette époque, et aussi sur vraiment la condition des femmes. Et cette question aussi de la géopolitique, c'est-à-dire, je crois qu'aujourd'hui, les choses ne se règlent pas dans chaque pays, et donc, comme vous avez pu voir, je finis avec une grande envolée planétaire. Un discours. Un discours. C'est beau, ma fin. Je suis très heureuse de cette trouvaille littéraire, parce que alors là, c'est vraiment une trouvaille. De finir avec cette femme qui, je ne veux pas trop raconter, parce que j'espère que vos auditeurs vont lire mon livre. C'est ce bilan qu'elle fait à la fin. J'ai jamais vu ça dans aucun livre. J'ai jamais vu cette conclusion-là et qui va jusqu'à la fin. Au vu de tout ce qu'on vient d'évoquer et qui est politique, il y a un extrait de votre livre qui est très parlant et on se demandait si vous accepteriez de le lire. C'est le moment de la rencontre de votre personnage avec Jean-Luc Godard dans une manifestation rue Soufflot en mai 68. Alors tout est absolument exact, parce que je l'ai vécu, bien entendu. Vous imaginez bien que ce n'est pas des choses que j'ai inventées, ça. Alors on est bien d'accord, on est en 68, c'est le début des événements de mai 68. Sonia s'est brouillée avec la plupart de ses collègues. Elle a pris parti pour le mouvement. Elle a rencontré le jeune leader, Cohn-Bendit. Elle l'a trouvé brillant et assez séduisant. La presse l'appelle Danny le Rouge. La jeunesse s'affranchit. Sonia a alerté les ministres par des notes fréquentes. Personne ne bouge. Ils n'ont pas l'air de comprendre ce qui se passe. Il a fallu la grève générale, l'essence tarie et les barricades pour qu'on prenne la rébellion au sérieux. Sonia a 39 ans, mais elle en paraît à peine 30. Elle a chaussé ses patogas et descend le boulevard Saint-Michel de sa jeunesse avec les émeutiers. Rue Soufflot, elle croise Jean-Luc Godard, de retour du Festival de Cannes, qu'ils avaient interrompu, dont elle avait adoré le film Une femme mariée, que Pompidou, Premier ministre, avait projeté à Matignon dans la salle de cinéma qu'il a fait aménager au sous-sol. L'accueil de l'assistance avait été frisqué, des gens du monde boutonnés, incertains de leur propre goût. Seul Michel Guy, horticulteur et collectionneur, ami proche du Premier ministre, Pierre de Ségur, noble amateur d'art contemporain, et Maurice Leroux, chef d'orchestre, avaient applaudi, aussi enthousiaste que Sonia. Elle avait passé la soirée à parler avec le réalisateur, étonné de sa culture cinématographique pour une politicienne de la Ve République. La jeune actrice, habillée en courrèges, les cheveux courts coupés par Vidal Sassoon, est d'origine russe. Tous ces messieurs étaient autour d'elle, émoustillés de l'avoir vue nue dans le film. Et comme vous pouvez voir, je suis encore habillée en courrèges. Merci pour cette lecture. Alors tout ça est vrai, n'est-ce pas, puisque nous étions remontés du Festival de Cannes. Moi, j'étais aussi au Festival de Cannes. En 68 ? En 68, il y a des documents. Vous aviez participé à l'interruption. Absolument, il y a des documents qui attestent. On s'accroche au rideau avec Louis Malle, Forman qui présentait son film, Lelouch qui nous avait rejoint,
Donc Jean-Luc Godard, Truffaut, et puis bien sûr tout s'était arrêté, mais il y avait aussi la grève générale, donc plus d'essence, et on était remonté à Paris, parce que moi je voulais absolument aller aux États généraux qui se passaient à Paris, en autostop avec des camions étrangers qui avaient assez d'essence pour traverser la France. Donc j'étais remontée à Paris en autostop, et rue Soufflot, oh surprise, je vois que Godard aussi était remonté, donc il n'est pas resté au Festival de Cannes non plus. C'était un événement extraordinaire, vous savez. Alors, on n'en voit que ces images un peu de violence, n'est-ce pas? Des pavés, des barricades. Mais ce n'était pas ça qui était intéressant. Ce qui était intéressant, c'était cette mutation. Tout d'un coup, les jeunes gens, si vous regardez sur les documents, qui étaient tous habillés en costume 3 pièces, gilet, cravate, etc., tout d'un coup, ils ont enlevé les cravates, ils ont enlevé les gilets, et il y avait une sorte de libération physique et donc sexuelle. Parce que moi, je pense que la sexualité est le premier signe de la liberté et du, comment dire, de l'expression de soi. Donc, évidemment qu'on avait aussi... Mais là aussi, il ne faut pas exagérer. On n'était pas non plus... c'était pas un lupanar interminable dans les couloirs de l'Odéon. Non, c'était que tout d'un coup, les femmes considéraient les hommes différemment et les hommes nous considéraient différemment. Et donc, dans le cinéma, ça s'est reflété immédiatement. Alors moi, c'était déjà avant, parce que je pense que le film de Godard, Une femme mariée, était déjà précurseur de ce qui allait se passer. Et le grand génie de Godard, c'est ça. C'était un prémonitoire. Il a deviné les temps. Et quand il parle de cette femme bombardée par la publicité, et par le doute et par cette espèce de condition bâtarde dans laquelle elle vit avec son mari, c'était déjà une annonce. Il n'était ni pour ni contre, il ne prenait pas parti. Simplement, il décrivait la situation de ce que les jeunes femmes vivaient. Et alors, ça a évidemment changé la relation entre les metteurs en scène et les actrices. Nous étions des partenaires, nous n'étions pas des objets. Vous comprenez, moi je luttais violemment contre Brigitte Bardot et cette espèce d'image de femme-enfant, un peu insouciante, un peu insolente, etc. On voulait être le contraire, nous. D'ailleurs, on était très souvent des intellectuels, des filles qui ont fait des études, qui lisaient, qui étaient tout à fait capables des partenaires de nos cinéastes. Et quand j'entends dans la confusion générale, quand on me dit Brigitte Bardot, c'était la révolution. Non, Brigitte Bardot, elle est l'émanation du cinéma d'avant et d'une époque où, avec Baby Doll, avec Nabokov et toute cette génération d'auteurs qui parlaient des femmes adolescentes, comme ça, des femmes qui comptent pas, des femmes qui n'existent pas, mais qui sont leurs jouets. C'est contre tout ça qu'on se rebellait. Et c'est pour ça que ce film-là, particulièrement de Jean-Luc, il est absolument génial, parce que c'est quand même inouï qu'en 64, il est avec autant de violence et autant de clarté, de clairvoyance, qu'il ait décrit cette situation. Vous avez joué le rôle principal de Charlotte dans Une femme mariée. Après le film d'aventure qui était Bande à part, il choisit de faire un film plus réflexif, un film à sujet, moins narratif, un quasi-document sociologique, comme il le disait à l'époque, sur une femme que l'on suit pendant 24 heures. Pour raconter l'histoire du film, on peut dire qu'en juin 64, le Festival de Venise lui a demandé s'il avait un film à présenter en septembre. Il répond « Je n'en ai pas encore, mais si vous vous engagez à le passer, j'en fais un à temps ». Et le film sera en effet montré à Venise après un tournage de 29 jours. Et comment est-ce que vous êtes entré dans ce tournage et de ce film Contre la montre ? Alors, d'abord, vous savez, la vie est faite de hasard. Je ne devais pas faire ce film, c'était Stefania Sandrelli qui devait le faire. Il l'avait vu dans Prima della Rivoluzione de Bertolucci et il savait déjà que ce film serait sur le corps de la femme, puisque c'était son sujet. Elle était enceinte, donc elle ne pouvait pas tourner un film à poil. C'est très simple. Alors, il a cherché quelqu'un pour la remplacer. Et à l'époque, je faisais partie des jeunes actrices en vogue, mais il me considérait un peu comme une starlette. Il n'avait pas du tout compris qui j'étais. Il a été très surpris parce que... Mais ça s'est passé d'une façon un peu muette avec lui, comme ça, une espèce de dialogue sans parole.
euh, parce que je me suis, comme chaque fois que je fais un film comme ça avec un vrai auteur, avec un vrai cinéaste, je me suis offerte à ce film complètement, avec beaucoup d'abnégation et beaucoup je dirais même de sacrifice, parce que on tournait 24 heures sur 24, et alors là, il n'y avait pas de syndicat qui tienne, hein, et on tournait nuit et jour, il fallait être tout le temps présente, tout le temps très, très libre, et comme donc il fallait aussi accepter la nudité, mais la nudité explicite. Et c'est ça que j'aime dans le film. Vous savez que Jean-Luc était un graphiste. Il avait fait une école de graphisme à Zurich. Donc le film est extraordinairement esthétique. Avec cette lumière particulière qui est la lumière qu'avait fait Raoul Coutard. Il éclairait tout le plafond de la pièce avec du papier argent et des ampoules, des lampes tout autour, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'ombre. Donc on pouvait tourner dans tous les sens dans ces endroits sans qu'il y ait jamais d'ombre et donc beaucoup plus rapidement. Et puis n'oubliez pas que on ne tournait pas à plusieurs caméras. Moi je hais ces tournages à plusieurs caméras parce que ça veut dire que le type n'a pas de point de vue qui va à la pêche. Un cinéaste doit tourner avec une caméra. Je suis désolée, c'est ça le cinéma. Hein. C'est un œil, ça ne peut pas être 36 yeux, c'est pas possible. Alors, cette façon de tourner très très graphique, puisqu'il s'attaquait à la dictature de la presse féminine et de la publicité, qui est faite par des gens qui réfléchissent beaucoup, c'est-à-dire qui vous rentrent dans l'âme avec leurs slogans et avec leurs images. Et donc il a essayé, à travers ce film, et c'est dans ce seul film-là, surtout dans ce film-là qu'il a fait ça, d'être aussi performant qu'eux, aussi pointu que les gens de publicité, et qui, je vous répète, sont des diables. Ils savent très très bien ce qu'ils font. Et ils sont très performants dans cette technique d'être convaincant, d'être aguichant, de nous vaincre, de nous obliger. Alors ça, c'est la vertu du film. Parce que c'est un film d'une force extraordinaire par sa forme, parce qu'il est filmé de cette manière-là. D'une façon un peu glacée, comme sont les journaux de mode d'ailleurs. Hein. Tout ça, c'est froid, c'est sans sentiment, c'est sans intention. Mais en vérité, il y a une intention majeure qui est celle de nous expliquer le désarroi des femmes. C'est-à-dire que les femmes, si elles écoutent tout ce qui leur est destiné, et aujourd'hui plus que jamais, parce que alors il y a les messages partout, sur les affiches, sur les boîtes de conserve, dans la pub, dans les journaux, à la télé, on est bombardé. Et donc, devenir une personne à travers tout ça, c'est drôlement pas commode. Hein. Et il faut, et ça vaut aussi pour les enfants. Je trouve que maintenant, il y a un drame, c'est à quel point les enfants sont aussi, comme ça, plagiés, blasmés par la publicité et par les dessins animés. Donc, ça avait une vertu morale, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, moi, en faisant le film, c'est que je sentais que Jean-Luc avait des intentions extrêmement nobles à travers ce film. Il voulait rendre justice à l'intelligence féminine et à la façon dont les femmes pouvaient se sortir de ce pétrin. Et donc, mon personnage, à la fin, elle est quand même un peu victorieuse. On sent bien qu'elle se pose les questions, en tout cas. Et c'est déjà le premier pas. Quand elle est chez le gynécologue et qu'elle demande, elle a un amant, un mari, elle fait les mêmes choses avec l'un avec l'autre. Et puis, elle est enceinte. Et elle demande au gynécologue qui est le père. Et à l'époque, il n'y avait pas d'ADN, il n'y avait pas la pilule, évidemment. Et donc, c'est bouleversant parce que c'est la première chose. Elle ose demander à ce gynécologue une question impossible à laquelle il ne peut pas répondre. D'ailleurs, le type, c'était un vrai gynécologue. Il avait une petite oreillette et c'était Jean-Luc qui posait les questions derrière. Il était complètement désemparé. On voit son œil, il est paumé parce qu'il ne peut pas répondre à cette femme. Et ça, je trouve que c'est un des films les plus généreux de Jean-Luc. Parce que tous les films qu'il a fait avec Anna Karina, ce sont des films d'amour. Parce qu'il était fou d'elle. Et donc, elle est sublime d'ailleurs dans tous ses films. Mais c'est un peu sur une femme idéale qu'elle n'était pas. Et
il lui volait des choses de son charme personnel, mais en vérité, il ne portait pas de jugement. Il était complètement gaga, il était amoureux. À partir du moment où il s'est séparé d'elle, et donc je suis le premier film qu'il a fait sans elle, c'était autre chose. C'était l'homme intelligent qui s'occupait des femmes et qui, au fond, n'aimait pas tellement les femmes. Je crois qu'il était assez misogyne, Jean-Luc. Oh, c'est terrible, je parle de lui au passé alors qu'il est tout à fait vivant, mais enfin, comme il a disparu de la circulation. Il est à Rolle. Il est à Rolle et il moisit tout seul, mais c'est sa faute, hein, il s'est enfermé. Et justement, concernant Godard, quelles sont les raisons qui l'ont poussé à vous choisir, vous? Et vous, pourquoi, fondamentalement, est-ce que vous avez accepté ce rôle d'une femme mariée? Oh, alors attendez, moi c'était impossible que je refuse, c'était une chance inouïe, vous vous rendez compte, c'était un dieu, hein, et ça l'est encore. C'est pour moi le plus grand cinéaste du siècle. Hein. C'est-à-dire que vous imaginez comment une jeune comédienne peut, quand j'ai appris la nouvelle, je veux dire, j'étais en transe pendant toute la durée du film et après. Et puis en plus, c'était un film réussi, donc ça, c'était encore une deuxième chose. Puis en noir et blanc, moi j'aime beaucoup le noir et blanc. Mais il m'a choisi pour ma morphologie, pour mon corps, parce qu'il voulait une femme qui ne soit pas une petite crevette. Il lui fallait une femme bâtie. Et donc, il a tout de suite compris. D'ailleurs, vous avez vu dans le film, il y a des allusions à Mayol, à des sculptures. Ce sont toujours des femmes opulentes, des femmes un peu grandes, avec des épaules, avec du ventre, bon. Alors, il m'a quand même demandé de maigrir un peu, ce qui était très dur pour moi. Je l'ai fait. Et vous avez très peu de temps pour maigrir. Ça suffit, vous savez, 15 jours. Hein, si tu mets au régime sérieux, tu peux, en 15 jours, on perd 2-3 kilos. Hein. Donc, mais c'était juste pour une question de photogénie, il avait raison. Et si j'ai pas fait une très très grande carrière par la suite, c'est parce que j'ai jamais renoncé à ça. C'est trop important pour moi la bouffe. Et je suis plus que gourmande. J'ai le culte de la nourriture. Je suis quelqu'un qui aime cuisiner. J'aime les découvertes. J'aime la recherche dans la cuisine. Donc c'était très dur pour moi. Mais je le remercie parce que c'est vrai que je suis magnifique dans ce film et que j'ai jamais été aussi belle que dans ce film. Comment se sont déroulés les premiers échanges avec lui? De quoi est-ce que vous avez parlé? Alors, vous savez, c'était toujours comme avec lui, pas de scénario. Est-ce que vous voulez faire le film? Oui. On commence demain, d'accord? C'est-à-dire, une fois, quelqu'un lui a dit, dis donc quand même, tu devrais l'emmener dîner un soir. Alors, il m'a invité à dîner dans un café. Il fumait ses baltos, là. Bon. Et moi, je fume pas. Alors, j'étais très importunée par ces cigarettes. Et il n'avait rien à me dire. Il était toujours très épris d'Anna. Et bien qu'ils étaient séparés, il lui écrivait tous les jours. Il y avait une fille qui était deuxième assistante qui emmenait les lettres à Anna tous les jours. Donc moi, c'était vraiment, non seulement platonique, mais aussi, j'étais une sorte de créature, un objet cinématographique. Et il ne m'a regardé que comme ça. Et tant mieux, parce que je pense que ça fait la force du film. Ça fait quelque chose de très spécial dans ce film. Je trouve, alors là, on va me tomber dessus avec MeToo et tout ça, mais je trouve un peu normal qu'un metteur en scène tombe amoureux de son actrice. Parce que c'est tellement important ce qu'on dépose dans un visage. C'est-à-dire que le visage de cette actrice va parler à votre place. Donc, je trouve ça comme une espèce de dédoublement tout à fait naturel. Que ça aille jusqu'à des échanges sexuels, c'est une autre question, pourquoi pas. Mais enfin, c'est pas indispensable. Mais qu'un metteur en scène soit amoureux de son actrice, moi, je trouve ça tout ce qu'il y a de logique. C'est de l'amour ou ça peut être aussi juste de la fascination pour oui, un c'est acteur? ça. C'est ça. Surtout d'autant plus que quand même une actrice devrait, pour moi, être un être un peu à part, une personne un peu exceptionnelle. On n'est pas tout à fait dans cette optique en ce moment. On a un peu façon de diminuer le côté glamour des actrices. Quand je vois Marion Cotillard qui ressemble à une bonne sans place et qui va faire les films de Dardenne où elle est toujours moche, bon, ça me désole parce que je trouve que c'est pas ça une actrice. Mais peut-être qu'il n'y a plus les films, ces fameux films que j'ai eu la chance de faire et qui est une grande époque quand même de cinéma,
peut-être qu'il n'existe plus. Et que le rôle des actrices n'est plus tout à fait le même. Est-ce que vous avez vu Portrait de la jeune fille en feu de Céline C'est Sciamma? formidable, oui, non, c'est très bien. Non, ça, je dois dire, bravo, heureusement qu'il y a quand même comme ça quelques lumières. Est-ce que vous trouvez que Céline Sciamma a eu de la fascination et de l'amour pour Bien sûr, les c'est deux évident. actrices, C'est évident. Adèle Haenel et Noémie C'est évident. Merlan? C'est évident qu'elle elle est amoureuse, quoi. C'est ça. Et je pense que c'est beau, c'est noble, c'est juste. C'est ça le grand sacrifice qu'il faut faire pour l'art, pour le cinéma. Un sacrifice ou pas, parce que ça peut être génial. Hein, je veux dire, on peut aussi vivre des grands amours à travers le cinéma. Alors, c'est compliqué parce que moi, j'ai assisté, par exemple, à la grande passion entre Monica Vitti et Michelangelo Antonioni. Alors, c'était amore et odio, parce qu'ils s'aimaient, mais ils se détestaient. C'est-à-dire qu'en même temps, ils ne pouvaient pas la supporter. Et elle avait et elle essayait de se conformer à ce qu'il aurait aimé, ce qu'il voulait. Tout ça, vous savez, ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Donc il y a les amours, la fascination, mais il y a aussi l'espace qu'un metteur en scène vous laisse. Et justement, quel espace de création Godard vous a laissé dans Une femme mariée? Est-ce que vous pourriez nous en parler? Alors, c'est des petits secrets que je vais vous révéler et qui doivent exister, à mon avis, toujours entre une actrice et un metteur en scène, surtout quand on a un rôle aussi écrasant que dans ce film. Dans ce film, je suis dans tous les plans. Quand c'est pas mon visage, c'est un genou ou une épaule ou ma main. Donc, je suis dans tous les plans du film. C'est-à-dire que je lui montrais des choses. Et je savais qu'il avait toujours son œil, parce qu'il avait toujours des lunettes un peu fumées. On croyait qu'il ne regarde pas, mais il regardait. Et je lui suggérais des choses. C'est-à-dire, justement, je pense qu'il y a beaucoup de ces plans, puisque c'était vraiment un film particulier, un peu anatomique, un peu comme ça, sur le corps d'une femme, qui étaient de mon cru. Et qui étaient aussi, comme ça, des idées que j'avais sur ce qu'il pouvait faire. D'autant plus que nous étions dans un cadre assez restreint. Il n'y avait pas beaucoup d'argent pour faire ce film. Hein. Il l'a fait avec 3 sous. Donc, on était toujours dans une pièce ou dans une chambre avec un lit. Et je trouve que c'est un grand avantage. Quand il y a trop de possibilités, un metteur en scène peut se diluer, se disperser. Tandis que là, chaque trouvaille, et c'est assez un art pauvre, le cinéma. Parce que ça n'est pas... C'est photographique quand même. Donc, il faut quand même savoir qu'il faut avoir du concret devant soi. Et ce n'est pas... On ne peut pas voir 36 trucs. Dans l'écran, on voit 3 choses. Ou le centre, ou le mouvement, s'il y a quelque chose qui bouge, ou la lumière. Et l'œil ne peut pas appréhender l'ensemble de l'écran. On ne voit pas beaucoup de choses. Quand vous êtes devant un tableau, vous avez bien le temps de tout détailler, de regarder ou une sculpture. Tandis que le cinéma, ça passe. C'est fugitif. Et l'œil ne perçoit pas tout. C'est pour ça que les grands stars du cinéma hollywoodien, ils connaissaient ce truc-là. Ils se débrouillaient toujours, quand ils n'étaient pas en premier plan, pour faire un truc derrière, bouger ou se mettre dans la lumière, de manière à attirer l'œil. Donc, je considère que ce n'est pas un art extrêmement riche, le cinéma. C'est moins riche que la musique, c'est moins riche que la littérature, d'autant plus la littérature. C'est pour ça que moi, je ne suis pas une folle de la BD, parce que je n'aime pas qu'on m'impose des images. Et je trouve que la littérature, ça te fait créer tes propres images. Tu es toi-même l'auteur du livre. Et dans ce cadre qui était assez étroit des films de Godard, je voyais bien l'ensemble des possibilités. C'est-à-dire, il avait beaucoup regardé mes mains, il a beaucoup utilisé mes mains, mes pieds, c'est con à dire, mais enfin, c'était parce que je les lui montrais d'une certaine façon. Je lui montrais de quelle manière il pouvait me photographier. Alors, bon, ça c'est un peu exceptionnel, ça n'arrive pas dans tous les films, ça, parce que là, je dirais que c'est du cinéma pur. Quand on fait un film avec un rôle, avec un personnage à créer, qui est déjà plus proche du théâtre ou plus proche de la littérature, c'est un autre travail. Quand j'ai joué La vie de Colette, par exemple, où j'étais évidemment habillée en Colette de 35 ans à 73 ans, j'avais aussi des maquillages de vieillissement avec des perruques. C'est très, très amusant aussi, c'est très intéressant, mais c'est un autre travail. C'est un travail qui n'est pas c'est pas la même création.
Et là, je me dis, pauvre metteur en scène, il faut qu'il fasse confiance, hein, parce qu'il faut que l'actrice, elle soit drôlement performante, et puis qu'elle ne se lasse pas. Parce que c'est long un tournage. Surtout, moi, je trouve que c'est toujours trop long. Et la grande vertu de la Nouvelle Vague, et de Godard surtout, c'est lui le premier et le seul même, c'était de comprimer le temps de tournage, de manière à ce que qu'on soit pas trop différent, parce que en 1 mois et demi, on change. Non seulement les cheveux poussent, et puis on peut tomber malade au milieu, tout ça, mais on n'est pas la même personne, parce qu'on a vécu des choses, la politique a changé, il y a des événements, il y a des gens autour de vous à qui il arrive des trucs. Je trouve qu'il faudrait que ce soit comme une espèce de blitz, un film, quelque chose qui vous occupe pendant une période pas trop longue. Et autre chose qui le préoccupait et que je trouve très très juste et très révolutionnaire, c'est qu'entre le moment de la conception et le moment où le film sort doit être très court. Aujourd'hui, tu as une idée de film, alors il faut déjà que tu trouves le pognon, donc c'est 1 an et demi, 2 ans, 3 ans. Après ça, on commence à tourner. En gros, le metteur en scène, il est complètement démotivé parce qu'il n'est plus la même personne qu'au moment où il a eu l'idée du film, où il a l'idée d'adapter un livre. C'est ça qui est trop long. C'est ça qui est encore un peu archaïque, je trouve, surtout par rapport à tous les autres médias qui existent maintenant et qui sont beaucoup plus performants. Alors qu'avec Une femme mariée, il y avait l'urgence de la fabrication. Ben, je ne savais pas ça, mais bon, de toute façon, tous ces films étaient conçus comme ça, hein. Alors, je crois qu'il avait cette idée depuis un certain temps, hein, l'idée de cette femme mariée qui a un amant et qui vit cette double vie. Je pense qu'il l'avait depuis un moment. Il l'a utilisé parce qu'il a eu cette commande et qu'il a décidé de l'utiliser là. Ce qu'il n'avait pas prévu, alors vous me disiez comment est-ce que je suis, comment je suis intervenue. Je pense qu'il ne s'attendait pas à trouver une actrice comme moi, c'est-à-dire une actrice. Alors, c'est compliqué ce que je vais vous dire parce que je vais m'envoyer des fleurs. Mais c'est Rossellini qui dit un acteur ne joue pas ce qu'on lui dit de jouer, il joue ce qu'il pense. Et moi, je pense que dans un visage, on voit tout ce qui fourmille à l'intérieur d'un esprit, d'une tête. Et donc, je pense que j'étais plus intéressante qu'il ne croyait. Voilà. Il ne s'attendait pas à trouver. Il croyait que j'étais une potiche et pas du tout. Et donc, le film me doit cela. C'est que dans le silence, comme dans les films de Bresson ou de Kurosawa, dans le silence, on dit beaucoup de choses. Et justement, dans le silence, vous parliez tout à l'heure d'une oreillette que Jean-Luc Godard avait inventée. Est-ce que vous avez bénéficié de cette oreillette? Et si oui, comment l'avez-vous utilisée de votre façon? Oh, bah, écoutez, non, là, on subit un peu, hein. C'est des pièges un peu pour les acteurs. Parce que tous les acteurs ne sont pas, ne savent pas s'exprimer aussi bien. Et d'ailleurs, je vois une partie dans le film où chacun de nous dit ce qu'il pense de lui-même. Et donc, le pauvre le roi Beaulieu, il n'avait pas beaucoup de vocabulaire et il était très embarrassé. Alors là, on avait effectivement une petite oreillette et Jean-Luc, dans une autre pièce, posait des questions auxquelles il faut répondre. Je ne trouve pas que c'est la partie la plus palpitante du film. Je trouve que ce qui est formidable dans ce film, c'est la construction justement esthétique et cette promenade de cette femme au milieu des messages qui la troublent et qui font qu'elle n'arrive pas à vivre, elle n'arrive pas à se dépatouiller dans ce bombardement de la publicité. Qu'est-ce qu'il dirait maintenant alors? Parce qu'on est plus que bombardé, hein. Mais c'est quand même une technique qu'il a utilisée dans beaucoup de films, hein, parce qu'il ne voulait pas qu'on travaille avant, qu'on réfléchisse à ce qu'on allait dire et jouer. Alors, il n'est pas le seul, parce que Lelouch a fait ça aussi, de ne pas donner les dialogues, en quelque sorte d'interviewer ses acteurs pour que ce soit Donc naturel. Là, il vous posait des questions, il vous donnait le texte. Non, ce n'était pas le texte, il posait des questions, il fallait répondre avec ses propres mots. Voilà. Alors moi, j'étais un peu plus animée que de mots, parce que j'avais commencé d'ailleurs une licence de lettres et que quand même, la littérature était mon vrai destin. Donc, c'est à ça qu'il ne s'attendait pas, hein. Il pensait que j'allais bafouiller. Ben non, pas du tout. Ça fait partie des passages qui étaient chuchotés. Alors, c'est autre chose. Ça, c'est une idée qu'il a eue postérieure, que je trouve remarquable.
c'est musical. C'est-à-dire que comme il a vu, quand il a vu son film, et qu'il a vu à quel point il avait une forme esthétique extrêmement particulière et extrêmement puissante, il a voulu créer la bande sonore. Et n'oubliez pas qu'après, c'est une des choses qu'il a le plus occupé, la question du son, la question justement de la construction sonore d'un film. Et même quitte à s'approprier, comment dire, d'en faire d'une musique, d'en faire de la musique contemporaine. Et donc, il m'a demandé après de dire toutes ces phrases écrites par lui, là pour le coup, chuchotées. Et je trouve ça merveilleux parce que c'est la pensée intérieure, mais d'une façon, c'est pas très nouveau. Je pense qu'il y a d'autres films où on a entendu ça, des voix off. Mais là, c'est le choix des mots qui est remarquable chez Jean-Luc, de même qu'il est un des premiers à avoir filmé des phrases entières imprimées, des slogans. C'est magnifique hein, quand il dit vivre, mentir. Enfin, on voit des gros plans sur des mots. Donc, il a, à mon avis, rehaussé le cinéma au niveau des autres arts, c'est-à-dire de la poésie. N'oubliez pas qu'on était en plein nouveau roman, on était en plein poésie, René Char, Mallarmé. Il était très cultivé, hein, Jean-Luc, il connaissait bien tout ça. Et donc, le cinéma était un petit peu dépendant du théâtre et dépendant des histoires, quoi. C'était très narratif. Et vraiment, c'est lui qui a rompu avec cette forme narrative. Et je déplore que ce chemin-là ne soit plus du tout exploité. On est retourné à un cinéma un peu narratif. Et bon, écoutez, avec des formes traditionnelles, avec des actrices et des acteurs traditionnels, j'attends le nouveau cinéaste, ce sera peut-être vous, qui reprendra cette liberté-là. On aimerait vous faire lire un des passages chuchotés, justement, que vous aviez lu à l'époque dans le film Une femme mariée. Alors, j'avais pas tout à fait la même voix, mais quand même en chuchotant. C'est au début du film, vers la 12e minute. Au milieu du corridor, l'espoir, l'image d'une jeune fille. Qui suis-je ? Jamais su exactement. Le verbe suivre. D'autres raisons. J'étais autrefois. Pas ici. Il y a 1 an. Une seule fois, n'est-ce pas ? C'est de sa faute. Toujours. Le rêve et la réalité. Satisfaction amère. Je reviendrai demain, vendredi ou samedi. Il avait peur de moi. Je sais qu'il m'aime. C'est difficile. Je suis en vacances. À mesure que les jours passent, on s'est croisés par hasard. Le bonheur, je ne sais pas. C'est magnifique. C'est toujours magnifique. Et voyez, c'est la force des mots, c'est-à-dire qu'il a quand même pu se servir de la consonance des mots et de quelque chose qui ne colle pas à l'image, c'est-à-dire justement de se servir de... c'est ça la poésie, c'est-à-dire de dire des choses qui ne sont pas exactement comme ce que tout le monde dit, qui sont dites d'une façon décalée. Et ça, bon, il était champion là-dedans. Hein. Et dans la lecture du texte, vous essayez aussi d'avoir un certain décalage ? Oh ben j'ai dû suivre les indications qu'il m'a données, qu'il souhaitait. Puis alors il trafiquait déjà, hein, il aimait beaucoup, ça intéressait beaucoup le son, la technique, les micros, les échos, tout ce qu'on pouvait faire avec la colonne sonore, les bruits éclatés, les bruits. Alors il y a une séquence, par exemple pour l'image aussi, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a une image qui est en négatif, avec les jeunes filles qui sont derrière moi. Eh ben, c'est une erreur du labo. Le labo s'était trompé, ils ont fait ça. Il a dit c'est très bien, on va le garder comme ça. Alors, il était aussi comme ça, assez ouvert pour s'emparer de l'accident.
Et je crois qu'au cinéma, surtout quand on est libre comme ça, quand on n'est pas obligé de répondre de chaque page du scénario aux producteurs, au financement, aux acteurs, etc. Mais quand on est un peu libre, de se servir de tout ce qui se produit et tous les impromptus. Il y avait la liberté de création du film, mais il y a aussi eu la censure à l'époque. Le film a été censuré à sa sortie. Il y avait une censure, donc on savait déjà qu'il y avait des choses qu'on ne pouvait pas montrer. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand je suis à poil, je me cache quand même la poitrine. C'est d'ailleurs ridicule, parce qu'aujourd'hui, vraiment, bon, et quand elle marche sur les toits, bon. Et donc ça, je crois qu'il savait très bien la limite de cette censure, et nous avons même tourné quelques plans qui étaient destinés à être coupés, parce qu'il savait très bien que ces plans-là ne passeraient pas. Alors, c'est des plans ridicules. Par exemple, ma main qui ouvre le robinet d'un bidet. Alors, quand même, franchement, c'est pas érotique, ça. Hein. Ah ben non, la censure nous l'a fait couper. Il y avait un plan où j'étais de profil et je me coupe assez gros plans, je me coupe la frange avec des ciseaux et puis je baisse les yeux, le ciseau disparaît, on entend cloc cloc comme si elle se coupe les poils du pubis. Coupé. Ça, c'était trop obscène, vous voyez. Et il y a une partie qui est restée dans le film d'ailleurs, oui. Et en Italie, je n'ai pas eu le prix d'interprétation à Venise parce que le Vatican s'y est opposé et que le film est sorti sous une autre forme. On a coupé la moitié des plans et dans toute la copie en italien, on entend cloc, cloc parce que c'était coupé direct dans la copie. Mais bon, alors, si on doit parler plus largement du cinéma, je voudrais vous dire quelque chose. Pour moi, le cinéma a ce rôle-là d'être une avant-garde dans la pensée, une avant-garde dans les images. C'est-à-dire pas à la traîne des sujets qui sont les sujets qui occupent tout le monde en ce moment. Ça, c'est le rôle des émissions de télé, des reportages. Mais c'est pas le rôle du cinéma. Le cinéma, et c'est pour ça qu'il y a très peu d'artistes, très peu de cinéastes, il doit être prémonitoire, il doit être en avance sur son temps. Et ça, depuis Godard, il n'y a pas eu beaucoup de cinéastes qui ont joué ce rôle-là. Un peu ceux qui ont fait des films d'horreur, c'est-à-dire ceux qui ont annoncé, comme Kubrick, un monde très violent, un monde qui allait se déglinguer. Mais je crois que c'est ça, franchement, c'est pour ça que notre credo, on a dit beaucoup de bêtises pendant la Nouvelle Vague, mais quand même, il y a des choses qui demeurent, c'est que le cinéma a pour vocation de montrer notre époque. Parce que dès on est en costume et qu'on montre une autre époque, tout de suite on est dans la narration et dans le... C'est très beau, vous voyez, moi j'aime bien Campion, le son de piano, tout ça. Mais c'est pas ça le rôle véritable du cinéma. C'est un art neuf, un art moderne. C'est un art qui est destiné à être projeté vers l'avenir et projeté vers ce qu'on espère qu'il arrivera ou ce qu'on déplore qu'il arrivera. Ça dépend du cinéaste. Il y a des cinéastes qui sont sombres, noirs, et qui ont pessimistes, et puis il y a des cinéastes optimistes. Et moi, je pense d'une certaine façon que Godard, il était les deux. Il était par moments optimiste et par moments pessimiste. Mais quand même, il a rempli cette fonction tout à fait unique qui était celle de nous raconter l'avenir. Concernant les faces cachées du film, le directeur des éditions de Noël vous a proposé d'écrire un livre sur l'expérience du film, dont le titre est Journal d'une femme mariée. C'est un album de photographes, de films et d'extraits de dialogue, une forme de collage inédite. Comment s'est déroulée la fabrication de ce livre ? Alors, il faut que vous sachiez que donc j'étais une jeune fille très demandée, très un peu mondaine. J'étais toujours habillée en courrèges, donc j'étais reçue un peu partout et j'avais des amis. Et j'étais très amie de Françoise Giroud qui m'avait invitée chez elle. Et je rencontre son compagnon de l'époque qui s'appelait, qui était le patron de Noël, qui s'appelle Alex Graal. Et bon, les éditeurs français, ils sont tous un peu snobs. C'est-à-dire qu'ils ont vu que j'avais le vent en poupe, que j'étais une jeune fille comme ça, un peu branchée. Et il me dit, est-ce que vous voudriez écrire un livre pour nous ? Je dis, écoutez, je suis incapable d'écrire un livre pour l'instant, mais par contre, je voudrais bien fixer dans l'édition cette expérience extraordinaire que j'ai vécue avec le film de Godard.
Ah, il me dit, mais quelle bonne idée, mais pourquoi pas, vous allez écrire. Je dis non, je vais prendre les images du film parce qu'elles sont tellement parlantes. Je ne veux pas me substituer à Godard, mais je voudrais garder justement les dialogues qui me paraissent extraordinairement subtils et pertinents et les images. Alors les images, il n'y en avait pas parce qu'il n'y avait pas de photographe de plateau. Donc j'ai passé le film à la table de montage. À l'époque, on avait des tables de montage avec la péloche. Et j'ai sélectionné des images. Donc certaines sont même en mouvement, sont bougées. Et je trouve que c'était très beau, très contemporain, très moderne. Et puis, il faut vous dire que j'ai toujours aimé la photographie. J'ai vécu dans le milieu des photographes du journal Elle. J'étais très proche de Fouli Elia, de Willy Rizzo. J'ai travaillé avec Avedon. Donc, le monde de la photographie et de la mise en page m'a toujours intéressée. Je pense que le cinéma et justement la photographie ont des choses en commun, comme ça, que le cadrage, le choix d'un objectif, de savoir comment est-ce qu'on doit filmer quelque chose. Et donc, j'avais des connaissances. Et d'ailleurs, j'ai bluffé ce type qui ne s'attendait pas du tout à ça, parce que j'ai fait cette mise en page dans un format carré, qui n'est pas du tout le format du cinéma, et pour pouvoir avoir la place pour les dialogues en dessous et respecter vraiment le format du film. Voilà, ça s'appelle Journal d'une femme mariée. Je l'ai co-signé avec Jean-Luc, qui n'a rien foutu. C'est moi qui ai qui a tout récupéré fait. les droits. Et qui a récupéré 50% des droits. Mais c'est légitime, puisque c'était lui la matière première. Et ce livre a fait un petit peu de bruit. Et maintenant, il est parmi les livres collector. Je l'ai vu vendu à une vente aux enchères. Il a été vendu 75 €. Alors, j'étais vachement contente, parce que au départ, il coûtait 12 € ou 15 €. Bon, c'est ma seule expérience d'album, de beaux livres. Ça m'a beaucoup intéressée. C'était probablement un besoin, après avoir fait ce film, qui était quand même un événement, pas seulement pour moi, mais un événement vraiment presque historique, je dirais, qu'il y ait un ouvrage et qu'il y ait quelque chose qui le fixe pour toujours. Mais vous savez, tout ça, c'est toujours éphémère. Le temps passe et les choses disparaissent. Mais ce film-là, il ne disparaîtra pas, hein. C'est un film qui va rester pour toujours. Vous l'avez revu récemment à la Je Cinémathèque. l'ai revu à la Cinémathèque et j'ai été assez impressionnée parce que je ne l'avais pas vu depuis longtemps. C'est vraiment magnifique, hein. C'est vraiment filmé. Puis là, c'était la pellicule, c'était même pas une copie numérique, c'était oui. vraiment le, Eh ben oui, le mais matériau. ça se voit. Je m'excuse, mais ça se voit. Et bon, c'est heureusement, j'ai eu de la chance, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein, de participer à des expériences comme celle-là. C'est fondateur. C'était fondateur pour moi, mais c'était fondateur pour tout le monde, pour l'époque, pour les jeunes femmes, et pour les cinéastes. Et d'ailleurs, à la suite de ce film, il y a plusieurs cinéastes qui m'ont demandé, comme Guy Gilles, et j'ai tourné d'autres choses à cause de ce film. Et voilà. Je suis un peu la femme d'un seul film. Je suis l'actrice de ce film-là. J'ai tourné beaucoup d'autres choses, mais je dirais que c'est ce film qui est, comment dire, ma carte d'identité. Et concernant le film et l'image dont on a pu parler déjà précédemment, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de votre rapport à la lumière ? Vous expliquiez qu'il y avait un dispositif qui permettait d'avoir aucune ombre sur le plateau. Et justement, la lumière, qu'est-ce que c'est comme matière pour une actrice ? Ah, c'est très, très, très important. On peut transformer un visage, on peut transformer une expression avec la lumière. Donc la première chose, c'est vraiment moi tout de suite, hélas, j'ai trop d'expérience quand j'arrive sur un plateau et que je vois que le directeur de la photo est naze. Vous savez que Marlène Dietrich, elle avait son technicien qui venait avec sa lampe, qui la mettait en face d'elle et elle réparait. Et c'est pas uniquement une question de photogénie ou de beauté, hein, c'est pas du tout ça. C'est qu'on peut transformer un visage avec la lumière. On peut lui faire dire autre chose que ce dont on a besoin. Donc moi, c'est pas par coquetterie. Je suis pas coquette tellement, mais je sais quand la lumière va pas me servir ou va me flinguer même. Et donc, c'est un réel problème. Ça, toutes les actrices qui ont un peu d'expérience et qui ont beaucoup tourné, vous le diront. Elina Lowenson nous a dit exactement la même chose. Oui, bien sûr. Alors, comment combattre ça ? Comment l'expliquer à des cinéastes qui ne s'en rendent pas compte ? C'est drôlement dur, parce qu'il ne faut pas avoir l'air d'une emmerdeuse, il ne faut pas être là
pour empêcher les autres de travailler. Mais je dirais la démerde, c'est-à-dire se placer, bouger, se mettre trois quarts. Enfin, je sais pas, il y a des astuces comme ça qui font que quand je vois que ça va pas être à la hauteur de ce que j'espère, je me démerde. Est-ce que c'est la même démerde face à la caméra, à l'objectif qui vous regarde? Même chose, oui, oui, bien sûr. Alors là, quelquefois, par exemple, il y a une chose qui m'exaspère, c'est la hauteur de la caméra. 9 fois sur 10, elle n'est pas au bon endroit, parce que tout dépend. Si on fait un grand effet, c'est-à-dire on est vraiment en contre-plongée, parce que comme Orson Welles, on raconte l'histoire de gens qui sont des géants et qui écrasent le spectateur parce qu'on est en dessous, c'est une chose. Mais quand c'est simplement un récit, il faut être à la hauteur des yeux. Il n'y a pas une autre hauteur. Et alors on sent que c'est vague. Le type, il croit que c'est plus important d'avoir la lampe en entier derrière que de visage. Alors je leur dis toujours, qu'est-ce que vous filmez ? Est-ce que c'est moi que vous filmez ou vous filmez le décor ? Alors, bon, c'est compliqué parce que, évidemment, vu mon âge et mon expérience, je leur fous la trouille. Je suis obligée d'y aller mollo, de faire attention. Mais quand même, je pense être bénéfique parce que j'explique. Vous savez, il y a une règle, c'est très simple. Quand vous êtes au-dessus, le spectateur domine le personnage. Et donc, c'est un langage. Ça veut dire que le personnage est écrasé par le spectateur. Le spectateur est plus fort que le personnage. Quand vous voulez, au contraire, que le personnage soit un personnage écrasant et dominant, il faut se mettre en dessous. Quand c'est ni l'un ni l'autre, il faut être en face, à la hauteur des yeux, point barre, comme Cartier-Bresson, qui a bien expliqué ça dans tous ses cours de photo. Voilà. Donc on en revient à la photographie. Ah, bah, ça a beaucoup à voir, hein. Écoutez, Oui. bien sûr, c'est la même chose. Alors justement, vous avez été face à l'objectif, devant l'objectif, mais vous avez également eu une activité de productrice. Donc en 1968, Au pain coupé de Guy Gilles. Et la question, qui nous anime serait de savoir ce qui vous a amené à la production. Alors, il faut se replacer dans l'époque. C'est-à-dire que justement, au moment de la Nouvelle Vague, où le credo, c'était de faire des films pas chers et de faire ce qui a convaincu les producteurs qui ont engagé Daniel Valcroze, Eustache, Jean-Luc et Truffaut, ils leur ont dit, écoutez, pour le prix d'un film, on va vous en faire 3. Et donc, évidemment que Bromberger et tous ces producteurs, ils ont dit oui. Alors, à ce moment-là, c'était presque de rigueur qu'on s'occupe de tout. Parce que pour faire des films pas chers, déjà pour commencer, il faut être souple, il ne faut pas avoir trop d'exigences, mais surtout, tout le monde fait un peu tout. C'est-à-dire que moi, j'ai porté des bobines à la cinémathèque, je me suis occupée de la presse, je me suis occupée, avant même de produire, c'était un peu le deal. Donc, ça s'est trouvé naturel qu'à un moment donné, quand Guy Gilles cherchait une façon de présenter son film à l'avance sur recette, on avait déjà tourné la moitié du film, on ne leur a pas dit, hein, on a fait comme si le film n'avait pas été encore commencé, que nous étions très proches, très amis, qui je dis, écoute, on va faire une société ensemble. Et on a fait cette société qui s'appelait Macha Film. C'était pour faire la nique à Anouchka Film, qui était la production de Jean-Luc Godard. Et ça s'est fait très... On a trouvé un associé qui a mis un peu d'argent, mais c'était peu d'argent, c'était pas beaucoup. Après, par la suite, j'y ai pris goût parce que je trouve très important que les artistes sachent comment sont montés les films. Et que je déplore que beaucoup d'acteurs sont des petites fleurs comme ça qui arrivent et qui croient que tout réside dans le contrat qu'ils vont avoir avec l'agent, etc. Il faut comprendre quelle est la difficulté de monter un film, pourquoi tel film est plus difficile à monter qu'un autre et comment les concessions qu'il faut faire en amont. Et je pense ça aussi de tout, hein. Je pense aussi ça des livres, du monde de l'édition. Je pense aussi qu'un architecte doit comprendre les conditions dans lesquelles il va construire la maison qu'il va construire, qu'il sache de quoi on peut disposer. Bon. Donc, cette question de la faisabilité des films, moi, ça m'a toujours intéressée. Et puis après, par la suite, évidemment, comme je fréquentais et que c'était une époque riche en cinéastes, j'ai donc produit un film de Pasolini, j'ai produit un film de Bresson et j'ai aussi coproduit mon propre film, le film que j'ai mis en scène. Et
ça m'a donné un accès vraiment beaucoup plus intéressant à un plateau de cinéma. Parce que je vois que beaucoup de comédiens, encore maintenant, ils sont là assis dans leur chaise, ils attendent au maquillage qu'on les appelle pour tourner. Moi, tout m'intéresse sur un plateau parce que je comprends. Et puis que surtout, je vois aussi à quel point c'est méritant d'arriver à monter un film. Donc il faut aussi être un peu patient, un peu tolérant et pas faire de caprices. Est-ce que pour vous, il y a une similarité dans le rapport aux auteurs entre le métier d'actrice et le métier de productrice? Ah, c'est subtil comme question ça. Je suis pas sûre. Je pense que quand même, un producteur doit avant tout se mettre au service du metteur en scène et du sujet. Une actrice, c'est différent. Elle a à défendre évidemment son personnage, mais aussi sa carrière. Alors là, quelquefois, ça peut, comment dire, ça peut diverger un peu. Mais les bons producteurs, les bonnes productrices que je connais sont des personnes qui rendent la vie plus facile au metteur en scène et qui font en sorte que le, le, le film qu'on fait aura des choses exceptionnelles. C'est très difficile, vous savez, de faire un film. Très difficile, très compliqué. En plus, le drame du cinéma, c'est qu'il est concret, qu'il est photographique, qu'il n'est pas poétique. Il faut introduire de la poésie dans quelque chose qui ne l'est pas. Donc c'est un drame. Donc moi je me dis qu'un producteur ou une productrice doit accompagner le metteur en scène dans cette tâche. Et alors il y a beaucoup de façons, soit de le martyriser, soit de le cajoler. Alors ça c'est des questions psychologiques qui sont, je pense que Piala, il fallait le maltraiter, que Assayas, il faut le cajoler. Enfin, je sais pas, chaque metteur en scène appelle une technique différente. Et puis bon, c'est un couple, un producteur et un metteur en scène. Un couple avec des scènes de ménage, hein, parce que les objectifs ne sont pas toujours les mêmes. Et que malheureusement, le producteur, il a des obligations, des nécessités, des budgets à ne pas dépasser. C'est terrible, c'est terrible. C'est très dur d'être productrice. Et moi, je vous dirais franchement que quand, à un moment donné, j'ai calé. Hein. C'était tellement pénible que j'ai préféré faire autre chose. Et c'est le moment où j'ai commencé à écrire. Et alors, j'ai savouré la liberté de l'écriture. Parce que alors là, on est seul à bord. Hein, et tu ne dois rien à personne. C'est formidable. Est-ce que votre expérience de production a aussi influencé la suite de votre carrière d'actrice? Oh, probablement, parce que je suis assez docile quand je tourne. Parce que je suis consciente des problèmes. Que peut-être pas toutes les actrices ou pas tous les acteurs ne comprennent tout ça. Et je sais que time is money et qu'il faut arriver dans de bonnes conditions, être modeste, savoir son texte, ne pas casser les pieds. Bon, peut-être que c'est dommage d'ailleurs parce qu'il faudrait pas. Il faudrait peut-être avoir une espèce des œillères et ne pas s'occuper des problèmes. Mais moi, ça m'intéresse. Alors, c'est mon côté un peu politique aussi. Je pense qu'un film, c'est une opération, un objet qu'on introduit dans le monde et qui doit exprimer des choses. Donc, c'est un peu comme ça que je choisis mes films, si je peux. C'est-à-dire qu'ils aient une vertu sociale, qu'ils servent un petit peu à la communauté. Y compris dans la forme que ces films peuvent prendre? Est-ce que vous choisissez aussi les films en fonction de la forme avant-gardiste qu'ils peuvent Non, avoir? plus maintenant, parce que non. Alors, il y a eu une étape, évidemment, je peux pas tout vous raconter, mais il y a eu un moment très important pour moi, c'est quand j'ai découvert le théâtre. C'est arrivé tardivement, j'avais 40 ans. Je jouais une pièce avec Pierre Arditi qui s'appelait L'éloignement de Lolé Bellon. Et ça a été une véritable révélation pour moi. Alors, c'était peut-être à un moment où justement la question de la photogénie s'éloignait un peu. J'avais une trouille terrible du théâtre et en même temps un préjugé, parce qu'à la Nouvelle Vague, on avait tous dit que le théâtre, c'était poussiéreux, c'était vieux, c'était la comédie française, c'était une société périmée. Et au moment où j'ai joué cette pièce, je me suis aperçue de mon erreur, c'est-à-dire qu'au contraire, il y avait une façon d'être encore plus vibrant, encore plus prenant au théâtre.
Et j'ai donc appris des techniques et j'ai pris des cours, pas des cours de théâtre, mais des cours de diction, parce qu'on joue avec son corps entier sur scène. Hein, c'est pas du tout la même chose. Et ça, vraiment, ça a un peu changé ma vie. Enfin, mon rapport au cinéma a changé. Ce qui fait que quand on me dit « Ah, on ne vous voit plus au cinéma », ben, je ne sais pas si c'est le cinéma qui m'a abandonné ou si ce n'est pas moi qui ai abandonné le cinéma. Parce qu'on ne peut pas tout faire. Hein. Donc le théâtre, surtout, c'est extrêmement prenant. C'est tous les soirs, c'est des longues périodes, c'est fatigant, c'est des horaires très particuliers. Et quand je fais du théâtre, moi, je ne peux pas tourner en même temps. Je trouve que c'est trop... comment dire, je ne suis pas une professionnelle, entre guillemets. C'est-à-dire, comme je vous ai dit tout à l'heure, je hais tout ce qui est corporatiste, ce qui ramène le métier d'actrice à justement une profession. Non, je n'accepte pas ça. Quand je fais du théâtre, pour moi, c'est un message unique et je me donne tout entière à la pièce que je joue. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai du mal aussi à choisir des pièces, parce que je ne peux pas, j'aime que les grands textes. Et jusqu'à présent, ça va, j'ai joué Arkadina dans La Mouette, j'ai joué une pièce d'Oscar Wilde, j'ai joué cette pièce formidable de Stefan Zweig. Donc, c'est plutôt ça qui guide mes choix. Vous y allez beaucoup au cinéma aujourd'hui, vous ? Oui, j'y vais. Malheureusement, très souvent, il suffit que je regarde l'affiche pour savoir que c'est pas la peine. Donc, qu'est-ce que vous allez voir ? Oh, bah écoutez, je vais voir. Là, je vous dis, en un jour, j'ai vu J'accuse et Les Misérables. Et j'étais très contente de moi parce que j'étais heureuse de voir Les Misérables. C'est un grand coup de fraîcheur. Mais, je vais être sévère, mais je continue à penser que nous avons été inégalés, la nouvelle vague. C'est-à-dire, ce cinéma, c'est très bien, c'est très vivant, c'est très formidable, c'est très actuel. Mais c'est pas poétique. Et je pense que le cinéma doit nous embarquer dans un univers qui est l'univers de l'auteur et l'univers des mots et des images. Un monde sans cinéma, ça ressemblerait à quoi ? Ça n'existera pas parce que maintenant l'image a quand même envahi la vie. Hein. Donc on est quand même... C'est peut-être ça qui a changé aussi depuis la nouvelle vague. C'est possible. C'était la rareté de nos films. Je me rappelle quand les films de Godard sortaient, tout le monde devait y aller, on se précipitait. C'était le sujet de conversation de tout le monde et il y avait moins de films. C'est vrai. Non, j'ai beaucoup aimé... Alors, vous me direz que je ne suis pas tout à fait objective parce que c'est un film musical, mais j'ai beaucoup aimé La La Land. Et j'ai trouvé qu'ici... De Damien Chazelle. Oui, et j'ai trouvé qu'ici, en France, on l'a un peu pas jugé à sa juste qualité. Je trouve qu'il avait beaucoup de qualités cinématographiques et même comme ça de jeunesse et de beauté. Et justement, en parlant de films récents, de films nouveaux, quels sont, à vous, vos prochains chantiers visuels et sonores ? Mes chantiers visuels et sonores. J'en ai pas. C'est-à-dire que pour l'instant, je suis très consacrée à ce livre qui sort incessamment sous peu et qui va m'emmener partout en France parce que j'ai beaucoup de demandes de conférences, de libraires, de librairies, de salons. Si il y a preneur pour faire un grand film, ça va être encore une autre expérience qui va être celle de voir naître un film. Alors, je vous dis tout de suite, il y a déjà des candidats. Et il faut des pointures, hein, parce que c'est des grands cinéastes. Vous n'aimeriez pas le réaliser vous ? Oh, je peux pas. Non, ça c'est trop. Vraiment, il faut... Alors, je vais vous dire, le niveau, c'est ou Konchalovsky, ou Lungin, ou Jean-Jacques Hano. Alors, tu vois, bon, c'est bon. Parce qu'il faut quelqu'un vieux de la vieille pour tourner ça. Il faut vraiment beaucoup. Il y a toutes les scènes de guerre, il y a les scènes historiques, la reconstitution de toutes ces époques. Mais évidemment, j'aimerais jouer la dernière partie du film. Il y a 3 épisodes, 3 parties. Au début, elle est adolescente, ensuite, elle est jeune femme, et à la fin, Et j'aimerais beaucoup que la jeune fille me ressemble et qu'on puisse me prendre pour le 3e volet. Mais vous savez, ça, c'est du rêve. Hein. Rendez-vous, je ne sais pas, dans 3-4 ans, je vous dirai les nouvelles. Hein. Bien, écoutez, je voudrais vous dire un dernier petit message à votre génération.
Quand j'ai tourné un film de... Je ne vais pas vous dire son nom parce que c'est... Il avait écrit sur son scénario des lettres. N-S-A-I. Alors tous les acteurs me disaient, qu'est-ce que ça veut dire, tu crois? Comme moi je suis assez culottée, je lui demandais, je lui dis, qu'est-ce que ça veut dire ça? N-S-A-I écrit sur ton scénario. Et elle me dit, je ne peux pas te le dire. Puis finalement, par des biais comme ça, par sa scénariste, elle me dit, ah oui, oui, chaque fois je lui écris ça sur le scénario, ça veut dire ne subir aucune influence. Suivez votre chemin. N'écoutez personne. Soyez concret, conciliant avec les producteurs et comprenez la situation dans laquelle vous êtes. Mais pour votre travail personnel, ne subissez aucune influence. N'écoutez personne, ni le premier assistant, ni le deuxième, ni le troisième, ni les acteurs, ni rien. Votre truc. Trompez-vous avec vos propres erreurs, mais ne subissez aucune influence. Alors, merci beaucoup, Macha Merrill, d'avoir participé à ce 23e entretien de Négatif. Négatif, c'est aussi un site internet négatif.co. Vous pouvez y découvrir la biographie des invités, des extraits vidéo des films, ainsi que des liens pour approfondir le sujet. N'hésitez pas à nous suivre sur vos applications de podcast, sur Spotify ou sur YouTube, et à vous abonner sur les réseaux. À bientôt. À bientôt.